Bonjour à tous, vous avez peut-être déjà reconnu la musique de l'émission Les mots bourlingués, dans laquelle je vous lis chaque mois, ou presque, des histoires très éclectiques d'auteurs connus et moins connus. Aujourd'hui, 3 nouvelles et je commence avec Frédéric Beigbeder et son texte « La solitude à plusieurs ». L'homme n'est peut-être pas fait pour rester seul, mais il l'est pourtant. Même marié, l'homme demeure seul et abandonné sur une planète qui fonce dans le vide intersidéral à la vitesse de 29,79 km par seconde. L'homme naît, court, se dépêche de vivre, lit des livres, va au cinéma, souffre, prend son petit déjeuner, meurt. Parfois, dans l'intervalle, il peut lui sembler qu'il n'est pas fait pour le célibat éternel. Il risque alors de tomber amoureux, c'est-à-dire de mentir à une jolie femme autant qu'à lui-même. Observons-le avec un œil attendri. Il cherche à séduire comme un député en pleine campagne électorale. Se doute-t-il que ses promesses ne seront pas tenues ? Il peut tenter de se persuader qu'il est heureux. Il se mariera, se reproduira, prendra des photographies en couleur pour tenter d'immortaliser l'éphémère. Comme il est émouvant de le voir sourire sur les clichés. Dans ses bras, il tient un bébé tout rose, lequel ne sait pas encore qu'il finira seul, lui aussi. Dans sa main, il serre celle de son épouse. Est-ce pour l'empêcher de partir ou seulement pour se rassurer ? Le jour où l'homme découvre qu'il a été dupé, il lève les yeux au ciel et ses larmes dégoulinent face au soleil, qui se situe à une distance de 152 millions de kilomètres de la Terre. Il rampe sur le sol, vomit son repas. Oh, il est assez pitoyable. Nous vous prions de l'excuser pour cet épisode peu gratifiant. Puis il sort le soir, dès lors qu'il a enfin admis que tous les hommes sont condamnés à être célibataires. Certains mettent plus de temps que d'autres à l'accepter, mais tel est leur destin naturel. Errer de bar en bar, de ville en ville, de femme en femme, regarder des cassettes vidéo, bouffer des bolinos, danser devant la glace, tenter de se faire passer pour quelqu'un d'autre, fabriquer des trucs comme des yaourts, ou des parfums, ou des voitures, ou des romans. Tout ceci pour épater les dames. En vain, bien sûr, puisque les seules choses qui les épatent sont celles qui ne sont pas fabriquées. Les célibataires sentent mauvais, car ils n'ont pas de femme pour leur dire de se laver. Souvent, on reconnaît un célibataire à son haleine avinée. Il est mal rasé et il manque un bouton à sa chemise qui pue. Le célibataire fait plus pitié qu'envie, sauf aux hommes mariés qui l'imaginent libre alors qu'il n'est que désespéré. Dieu sait qu'il faut être désespéré pour manger un Happy Meal le dimanche soir devant sa télé, surtout depuis qu'Anne Sinclair a été remplacée par Michel Drucker. L'homme marié a sans doute tort de jalouser le célibataire, mais il n'y peut rien. C'est plus fort que lui. Il rêve de les tomber toutes. Il s'imagine que le célibataire est couvert de femmes, qu'il a une belle vie d'aventurier avec week-end italien, caresses buccales, marivaudage compliqué, position nouvelle et de langoureux messages sur sa boîte vocale itinéris. Il ignore que les célibataires rendent tous les soirs bredouille, sauf quand ils sont membres d'un boys band. Et encore, il faut être à la mode, cela ne dure pas longtemps. La meilleure preuve que les célibataires sont affligeants, c'est que les femmes n'en veulent pas. Elles préfèrent draguer le mari de leur meilleur ami. Personnellement, je vis avec quelqu'un parce que je suis faible. Je n'ai pas le courage de rester seule, ni celui de me remarier.
Il existe une zone de flou artistique entre le célibat dépressif et le mariage ennuyeux. Baptisons-la bonheur. Le couple sert à protéger les lâches contre la vérité de ce monde, qui est la mort, comme dit Céline dans Voyage au bout de la nuit. Mais l'amour est un mensonge qui a de bons côtés, me dis-je, en mordillant l'oreille de Delphine, sous une lune suspendue à 384 400 km au-dessus de nos innocentes petites têtes. La solitude, c'est mieux à deux, c'est pour ça qu'on reste ensemble. Penser se dire adieu donne mal au ventre. La solitude, c'est mieux à deux, c'est pour ça qu'on reste ensemble. L'amour, c'est dur, mais moins qu'être seul au monde. L'amour, c'est dur, mais moins qu'être seul au monde. Et maintenant, honneur aux sportifs avec une nouvelle intitulée Sprinter de Paul Fournel. Notre sprinter secoue les muscles impressionnants de ses cuisses, pousse sa jambe arrière dans le vide avant de poser ses pointes sur le starting block, place ses doigts de façon maniaque sur le bord de la ligne blanche, courbe la tête et loge son esprit dans ses reins. Si tout se passe comme prévu depuis 9 ans qu'il court, dans moins de 10 secondes, il aura parcouru 100 mètres à 37 km à l'heure. Notre sprinter est une machine brutale, quasiment irréglable, qui doit concilier le goût de la crise et la plus vaste patience. Le 100 mètres est une course interminable. Une course où il est impossible de rester soi-même d'un bout à l'autre. Ou bien on part comme une bombe et on s'épuise en route, noué par l'angoisse d'être rattrapé, ou bien on accélère progressivement et on se raidit, noué par l'angoisse de ne pas rattraper. Il n'y a pas de coureurs de 100 mètres amateurs. Les forêts sont pleines de marathoniens du dimanche, de crossmen de 18h30. Il n'existe pas de sprinteurs des bois. Il est vrai que les grands sprinteurs sont des illusionnistes. Ils donnent à penser que leur art est affaire de 10 secondes. Et 10 secondes ne font pas un loisir. En vérité, chaque 100 mètres n'est que la pièce d'un recueil de courses parfaitement organisé et gradué, parfaitement cultivé pour que le 100 mètres olympique ou le 100 mètres des championnats du monde rassemble en un éclair des milliers d'autres. Il faut alors tenter d'être parfait. Être parfait, c'est partir vite, courir vite et juste, avoir dès le début le projet de la fin que l'on voit clairement à l'extrémité de la ligne droite, garder son couloir et vaincre l'adversaire par la seule force de son esprit. Le plus ardu, lorsque cet adversaire a pris 5 mm d'avance, est de ne pas se durcir, de ne pas tenter de se transformer en obus, en balle. Ce serait trop facile. Il faut garder le buste souple et les bras mous pour que, dessous, les jambes effacent le sol à force de ne plus vouloir le toucher. Être sous les ordres du starter, pour un coureur de fond, c'est un moment béni. Celui où l'on va se libérer de ses angoisses. Enfin courir, enfin jauger ses concurrents, enfin développer ses stratégies. Pour les sprinteurs, c'est un moment à gommer. Notre sprinter est verdâtre. Son esprit s'est vidé au point que le coup de pistolet y résonnera jusqu'aux applaudissements.
Il a pourtant déjà fait l'essentiel. Le plus harassant pour un sprinter, ce sont les 50 mètres qu'il faut courir à fond dans la tête pour être à pleine vitesse dès l'instant du départ. Décollage imminent. Le premier départ, le bon, Daniel Bailey est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58, record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines. Ici à Berlin, cette fois il n'a pas levé les bras, il a été au bout. Et cette fois, la classe encore une fois a parlé. Usain Bolt sous les 9,60. Et je termine l'émission Les mots bourlingués de ce jour avec un récit de Praline Guépara, La guitare en carton. Vous êtes condamné à 7 ans de réclusion. Cette phrase résonne comme une corne de brume dans sa tête. 7 ans. Il se repasse le film sans arrêt pour essayer de comprendre comment il en est arrivé là. Comment il a frappé. Comment l'autre a glissé et s'est fendu le crâne sur les escaliers. La faute n'a pas de chance. Il ne veut pas les faire, les 7 ans. Heureusement que l'autre n'est pas mort. Il sortira plus tôt. Il sortira plus tôt. Tout était allé si vite. Pourtant, ils savaient tous qu'il ne lâchait jamais sa guitare des yeux, qu'il ne s'en séparait jamais, qu'elle était tout pour lui. Les autres musiciens du groupe le charriaient souvent. Une bêtise de jeunesse. Il était guitariste, rocker, très exactement, et une nuit, après un concert, ils ont fêté ça avec les copains et les fans. Ils ont beaucoup bu et beaucoup fumé aussi, et une espèce d'allumé a osé shooter dans sa guitare. Sa guitare à lui, sa compagne fidèle, son âme, sa vie. Les musiciens de son groupe ont vu l'embrouille arriver. Ils savaient tous que s'il y avait une chose à ne pas toucher, c'était la guitare. Quand il disposait d'une salle avec une porte blindée pour mettre les instruments à l'abri, il était le seul à la garder avec lui. Son meilleur ami disait en riant « Quand tu le vois, tu vois la guitare. Quand tu vois la guitare, tu le vois. Et quand les deux disparaissent, il est aux chiottes. » Une embrouille qui avait tourné au cauchemar. 7 ans. 7 ans. Et double peine. Guitare interdite en prison. 7 ans sans sa guitare. Un cauchemar, très long métrage. Dès le premier jour, il se jure que jamais, jamais, il ne purgera toute sa peine. Une porte, puis une autre encore. Interdit de les toucher. Les gardiens font teinter les clés. Une cellule minuscule, 9 mètres carrés. Il y a 2 mecs déjà installés. Il est le 3e, le dernier arrivé. Les murs sont constellés de photos de femmes nues arrachées dans des magazines. Il fait connaissance. Le premier rit à gorge déployée et se présente comme débrouillard au long cours. Le deuxième se dit branleur professionnel. Quand il leur dit « Je suis guitariste et mon groupe est célèbre », il déclenche l'hilarité. Au fil des jours, des photos de guitare arrachées dans un magazine viennent garnir le mur au-dessus de son lit. Ses colocataires ne lui économisent pas leurs sobriquets graveleux, leurs colibets salaces. Il s'en fiche royalement. Il sait qu'un jour, il sortira de là. Quand le mépris des 2 autres dépasse l'acceptable, il hurle « Ne me parlez pas comme ça! Je suis guitariste, moi !» Quand les matons lui manquent de respect, il bombe le torse et répond fièrement « Pour qui tu me prends? Je suis guitariste, moi !» La nuit, il rêve que ses doigts glissent le long des cordes.
La journée, il entend les sons métalliques et saturés. Les sons obsédants qui sourdent dans sa tête lui permettent de ne pas entendre les brimades de ses compagnons. Ceux-ci pensent qu'il est complètement fou. Ils mettent parfois la sourdine. Il réussit à se faire admettre comme manutentionnaire dans les cuisines. Seul, il est tout à ses tourments. Il est tranquille, en silence. Le jour du 2e anniversaire de son entrée en prison, il est convoqué dans le bureau du directeur. « Monsieur, j'ai à vous parler. Je reçois une plainte vous concernant. Vous avez une attitude arrogante à l'égard de vos codétenus et de vos gardiens. Vous vous dites musicien. C'est ce que nous allons voir. L'homme que vous avez assommé lors de la rixe qui vous vaut votre condamnation est sorti du coma voilà 8 jours. Il quitte l'hôpital la semaine prochaine. Donc, monsieur le guitariste, vous serez remis en liberté le jour où vous donnerez un concert à la prison. Un concert digne de ce nom. » Notre homme ne dit rien. Un concert. Rien que ça. Mais avec quoi? Le directeur me nargue ou quoi? Si je n'ai pas de guitare, je joue avec mes doigts? Il n'entend plus. Il ne répond pas. Il se lève. On le raccompagne à la cellule. Cette nuit-là, couché sur son lit, il ne ferme pas l'œil. Comment le directeur a osé m'humilier comme ça? Il me retourne le couteau dans la plaie. Les jours suivants, il n'a plus un son dans la tête. Son cerveau est sourd. Même dans ses rêves les plus agités, c'est le silence qui l'oppresse. Un matin, pendant qu'il aide à décharger un camion, il tombe sur un carton énorme. Il tressaille. Il demande la permission de garder la boîte. 2 heures plus tard, ses camarades le voient à 4 pattes sur le carton mis à plat, en train de dessiner avec un crayon à papier. Ils le voient découper une forme à l'aide d'un petit couteau emprunté au cuisinier, le long de la ligne grise. Quand il a fini, il arbore fièrement une guitare. Il défait le bas de son pull et coupe 6 morceaux de fil de laine qu'il attache précautionneusement d'un bout à l'autre de son instrument réinventé. Il rentre dans la cellule avec sa guitare en carton. Il est complètement fou. C'est une obsession, ma parole. Il rit aux éclats, surtout quand il le voit s'installer sur un tabouret, face au lavabo, et qu'il regarde ses épaules tressauter en rythme. Il a des hallucinations auditives. Quand les éclats de rire deviennent assourdissants, il se retourne vers eux. « Chut! Je ne m'entends plus !» Les rires décuplent. Tous les jours, à peine réveillé, il joue. Ses mains arpentent les fils de laine. Tous les jours, après la promenade et après le travail dans les cuisines, il s'installe face au lavabo et joue en fermant les yeux. Ses compagnons rient pendant quelques jours, puis ils finissent par s'habituer. Ils charrient par principe. Pendant 1 an, il joue. « Chut! Je ne m'entends plus !» Pendant 1 an, il rêve du concert et de sa libération. « Chut! Je ne m'entends plus !» Pendant 1 an, il entend sa guitare en carton vibrer sous ses doigts. « Chut! Je ne m'entends plus !» Et au bout d'1 an, il appelle le maton. « Je veux parler au directeur. » Quand il entre dans le bureau de ce dernier, il ne prend pas la peine de s'asseoir. Il lâche. « Je suis prêt. Je veux une guitare, une vraie, une Fender, toute neuve, et un ampli. Le dernier modèle. » 6 jours plus tard, il est informé que la guitare et l'ampli seront livrés sous 8 à la prison. Une date est fixée pour le concert, 18 jours plus tard, à 16h. Ça tombe un jeudi 23 juin. Date banale qui ne signifie rien pour lui. Elle ne correspond à rien dans sa mémoire. Bon signe. Ni bon,
ni mauvais augure. Les jours se succèdent, semblables les uns aux autres. Il use à maintes reprises les fils de laine et les remplace régulièrement. Il maltraite le carton de la guitare qui se ramollit. Il répète à toutes les heures du jour et de la nuit. « Chut! Je ne m'entends plus !» Mais plus la date fatidique approche, plus les cauchemars hantent ses nuits. Il rêve que les cordes se cassent, que ses doigts s'écorchent. Il entend des notes stridentes et fausses résonner. Et il se réveille en nage. Plus la date fatidique approche, et plus l'idée de tout annuler l'obsède. Comme un trac monumental, monstrueux. Je n'y arriverai jamais. Rien que l'idée le paralyse. Le jour J, il n'a pas dormi de la nuit. Il se sent fiévreux dès le lever du jour. Il compte les heures. Il craint le pire. Il faut annuler. Je dois annuler. Je n'y arriverai jamais. 15h12. On vient le chercher. Il ne s'occupe pas de ses vêtements, de ses cheveux ras ou de sa mine fatiguée. Il hésite, pense à la libération prochaine, se lève et d'un pas décidé se dirige vers la porte. L'un des codétenus ose un « bonne chance » timide. 16h pile. La salle est bondée de prisonniers. Les uns ricanent, les autres retiennent leur souffle. Il monte sur un petit praticable et un maton lui apporte la guitare et l'ampli. Rien que de les voir, il tremble d'émotion et de peur. Il est paralysé, son corps pèse plus lourd que le plomb. Il veut tout arrêter, aller se mettre à l'abri dans sa cellule, sur son lit, dormir, ne plus exister, mourir. Mais il ne peut quitter l'instrument des yeux. Il porte une main fébrile au fil, les jacks, la prise. Il allume l'ampli avec hésitation, comme s'il allait lui exploser à la figure. Il a tout branché. Il veut accorder, mais il n'ose pas encore. Le cauchemar de la corde cassée lui revient. Un instant, quelques secondes à peine, tout se fige. Il ne voit rien. Il n'entend plus rien. Le chahut de la salle lui parvient comme le ronronnement d'un ventilateur. Un instant, une éternité. Il veut tout arrêter. Arrêt sur image. Il respire un bon coup et l'image s'accélère aussitôt. Il accorde, il prend la guitare à bras-le-corps et en amant fougueux, il joue. Un son électrique, métallique, tellurique remplit la salle. Dans le public, silence absolu. Il joue de tout son corps. L'ampli hurle toute sa rage accumulée. 3 ans de hurlements puissants. Les mois s'effacent l'un après l'autre. Les notes annulent le temps. La guitare chiale, certains prisonniers aussi. 1 heure de rage et de bonheur mêlé. Et là, pour la première fois depuis la maudite rixe dans le bar, il sourit. On raconte qu'il est libre depuis. Voilà, c'est fini.
Si cela vous dit, vous pouvez réécouter les histoires d'aujourd'hui et des autres émissions sur le site internet de Jade FM. Mais continuons maintenant en musique, toujours sur le 99.7. Belle journée, ciao!